Donc oui, je suis le docteur Garrigou, je suis praticien hospitalier, chef de pôle dans la région nantaise. Pour tout vous avouer, récemment retraité. Mais je suis là aussi au titre de l'association Encrepsy, dont je suis présidente depuis une douzaine d'années. Alors, on s'est un peu réparti la tâche, si je peux dire ça. Voilà, moi je voulais dire à M. Gors que j'ai été très intéressée par son intervention, parce que je trouve qu'effectivement, vous avez introduit ça en évoquant la responsabilité du psychiatre, qui devient, je trouve personnellement, de plus en plus lourde à porter, en fonction de ce que vous avez dit. Et par rapport au rôle qu'on nous donne de prédiction, de prévention par rapport à d'éventuels passages à l'acte, et d'une part, c'est pas si simple que ça, et on ne travaille pas que dans une logique sécuritaire. Je crois qu'il ne faut pas qu'on perde ça de vue. Et donc surtout, notre noyau dur de professionnels, c'est quand même soulager la souffrance des patients. Alors, bon, je vais aller très vite parce que je vois bien que, bon, je suis aussi particulièrement... je rappelle toujours que finalement, nos patients psychotiques sont victimes. Et ça, je crois qu'on n'a pas fini notre travail de déstigmatisation auprès de la population, auprès des médias, parce que je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Passage à l'acte, folie, psychiatrie, ratage psychiatrique, bon, bref. J'ai été agréablement surprise, j'avoue, je l'ignorais, que l'intelligence artificielle puisse nous aider, nous servir comme instrument de mesure de la dangerosité. Donc ça, c'est sans doute vraisemblablement aussi une porte, une ouverture pour la suite de nos patients. Bon, je vais accélérer moi aussi. Je voulais simplement vous poser une question, mais on n'a pas le temps, mais je la pose quand même. Pendant que je vous entendais, je faisais le rapprochement aussi avec tous ces passages à l'acte de jeunes qu'on voit de plus en plus en milieu scolaire aux États-Unis et qui commencent à arriver en France. Alors, bon, je ne sais pas trop, est-ce que ce sont des psychoses émergentes qui arrivent comme ça voilà, ça commence à devenir préoccupant, je trouve, pour nous aussi en France. Voilà, et puis, bon, écoutez, je vais laisser la parole au professeur Gaillard, mais les autres, j'ai aussi des idées, mais je vous laisse la parole, je crois que vous êtes... Merci beaucoup, et merci Tarek d'avoir accepté la petite inversion. Et en plus, je pense que c'est très bien qu'un réanimateur préside pour les troubles de la conscience. Merci pour cette journée, cet après-midi, et merci aux organisateurs, Béatrice, Norbert, Michel notamment, et pour cette table ronde passionnante. Peut-être un petit point sur les troubles de l'humeur en faisant le lien avec la présentation suivante. Je pense qu'en fait, on n'a toujours pas résolu l'affaire, si je puis dire, de la psychose. Et on continue à s'interroger sur non seulement ce qui la construit ou déconstruit, mais aussi ce qui la traverse. Et je pense que la question de l'humeur, la question des affects, la question de ce qui l'alimente, depuis la psychose ou depuis les troubles de l'humeur vers la psychose, je pense que c'est une question cliniquement passionnante. Je crois qu'on ne l'a toujours pas résolue aujourd'hui. Fut un temps, on disait que le même patient était bipolaire à la Salpêtrière et schizophrène à Sainte-Anne. Peut-être qu'entre les deux, sur la ligne 6, on trouvera. En tout cas, je pense que ça n'est pas sans lien avec le thème suivant, de dissolution, déstructuration de la conscience, des vieux débats façon Bonneval entre Henriet et Lacan. Et peut-être d'ailleurs de termes qu'il faudrait réhabiliter. Je ne sais pas ce que tu en penses, Catherine. Tu as évoqué ce terme désuet, celui de disharmonie, mais en fait on pourrait le conjuguer de plein de façons maintenant, le terme de disharmonie, pour parler de psychose d'une façon générale, y compris d'ailleurs pour ce qui est des affects. Pour ce qui est de la psychose en 2024, plus généralement, vos interventions, les deux Catherine, je trouve toujours étonnant avec la psychose qu'on puisse être, comme la psychose le dicte, à la fois hors du temps et à un moment donné. C'est la caractéristique pour nos patients.
il semble être hors du temps. Racamier nous disait que c'était l'histoire de ce qui n'a pas d'histoire. Et en même temps, ça respire l'air du temps, ça s'alimente de tout ce qui circule dans l'air du temps, radicalisation comprise, confère les débats menés par Zaguri, par exemple. Je me demandais, en fait, puisque je suis tout à fait d'accord avec l'idée que il faut faire le lien avec la question de la stigmatisation, je me demandais si, en fait, on n'avait pas l'avantage à toujours faire de la question de la psychose le fer de lance de la psychiatrie en termes d'attractivité. Parce qu'on aurait tendance à se cacher, en fait, derrière. Et on s'aperçoit que pour nos soignants, infirmiers ou étudiants en médecine, au fond, la fascination, elle est là. Alors, est-ce que la fascination fait les bons soignants? C'est pas si sûr, mais en tout cas, si ça les fait venir, ne soyons pas trop fine bouche. Et moi, je pense que oui, il y a un risque de stigma, mais en même temps, c'est finalement ce qui fait venir les soignants. Par exemple, je donne cet exemple, je fais souvent, j'organise souvent ce qu'on appelle la passerelle, c'est-à-dire des étudiants de grandes écoles ou autres cursus d'ailleurs qui rejoignent les étudiants des études de médecine pour avoir moi-même connu un double cursus. Et je me dis que ce qui est toujours le plus utile pour eux, c'est d'être au contact de la psychiatrie la plus, je dirais, bruyante, en tout cas la plus marquée, en fait, je dirais la psychose, à la fois comme test. On verra bien s'ils continuent leur trajectoire sur cette passerelle. Et puis aussi parce qu'en fait, on voit bien que c'est ce qui les motive ensuite. Donc je me dis que ce débat psychose-stigma, c'est aussi le débat psychiatrie-attractivité. Et à chaque fois qu'on essaye de faire l'autruche, arrondir les angles, adoucir la psychiatrie, la faire de liaison plutôt que de son corps de métier, en fait, on rate la cible et c'est pas comme ça qu'on fait venir les soignants vers nous. En tout cas, c'est ce que me faisait penser ton intervention, Catherine. Merci. Est-ce qu'on a des questions? Oui, deux ou trois questions. Merci à Catherine. Moi, je voudrais faire une petite remarque qui s'adresse au premier intervenant, à Pierre Gors. Oui, tout à fait. Tu as dit que Pau, les deux infirmières assassinées, avaient été à l'origine d'une réforme de 2008. Je voudrais apporter une précision parce que ce n'est pas tout à fait ça. Tu as Pau, le corps social, la profession, les usagers tiennent le coup. Tout se passe correctement après Pau. En 2007, c'est l'élection du président de la République, Sarkozy. Et c'est cette élection qui ensuite provoque 2008. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, ça s'aggrave. Ça s'aggrave avec Grenoble. Le meurtre d'un étudiant à Grenoble, suivi du discours odieux de Nicolas Sarkozy à Antony. Ensuite, réaction du corps social, la presse, les collègues. Finalement, ça se calme. Nicolas Sarkozy se calme. Et à la fin de son mandat, nous avons même un meurtre abominable dans le métro par un schizophrène et personne n'en parle trop, c'est fini. La crise se calme en quelque sorte, mais l'aboutissement de cette histoire, c'est à la fin du mandat de Sarkozy et surtout sous Hollande, une montagne de certificats à faire et des législations qui rendent la profession folle. Alors effectivement, on n'est plus dans de la psychiatrie carcérale à cause d'un assassinat, mais c'est compensé par une folie furieuse de certificats et de lois et d'amendements. Voilà, c'est une précision que je voulais apporter à Pierre Gors.